Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour, Gilles. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a 3 ans tout juste, Maya le disait, vous étiez l'une des figures qui incarnait le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, vous êtes engagé auprès d'Éric Zemmour. Alors, une question, comment on passe d'un mouvement qui défendait surtout le pouvoir d'achat, qui avait misé sur le sentiment de déclassement, au soutien d'un candidat qui, lui, concentre tout son discours sur la question identitaire? Alors non, il ne concentre pas tout son discours sur la question identitaire. Et je peux vous assurer qu'Éric Zemmour parle à la fois du grand remplacement comme du grand déclassement. Et lorsque l'on parle de problèmes de logement, de pouvoir d'achat, de mobilité, Éric Zemmour, lors de ses déplacements, parle de choses extrêmement concrètes. Ce qu'on retient d'Éric Zemmour, c'est quand même qu'il pense que le problème numéro 1 en France, c'est le poids grandissant d'islam, qu'il y a un djihad qui est à l'œuvre. Éric Zemmour veut renvoyer 2 millions d'étrangers dans leur pays. En quoi, tout de même, cela fait écho aux doléances que vous portiez lorsque vous étiez avec les Gilets jaunes? Je crois qu'elles sont complémentaires, tout simplement. Lorsqu'il y a un problème de logement, par exemple, et que... Je vais vous dire quelque chose, monsieur Javid Tambert. Quand je suis arrivé ici, tout à l'heure, il y avait une tente quechua juste en face de votre plateau. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Ce sentiment de déclassement, il existe. Quelle famille serait capable de laisser ses enfants dormir dehors pour accueillir les autres enfants? Mais les personnes qui dorment dehors, c'est à cause de l'immigration? En partie, puisqu'il y a un problème de logement, il y a un problème pour pouvoir intégrer, assimiler les gens. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Vous savez, les Gilets jaunes sur les ronds-points, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on veut pouvoir mieux travailler, on veut pouvoir mieux vivre de notre travail, on veut pouvoir mieux être logé. Il y avait des immigrés aussi qui participaient, monsieur Très peu, Cauchy. monsieur. Très peu. Et pas de personnes d'origine étrangère que M. Zemmour a un peu dans son viseur quand même Les aujourd'hui. personnes d'origine étrangère ne sont pas un problème pour M. Zemmour. La seule chose que M. Zemmour explique, c'est qu'on doit faire une préférence nationale, tout simplement. Les Gilets jaunes, on en parle un instant. Le mouvement avait débuté le 17 novembre 2018, c'est donc il y a 3 ans. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui et comment le voyez-vous? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui continuent de se rassembler sur les ronds-points, parfois le samedi? Vous leur dites c'est trop tard, ça ne sert plus à rien désormais? C'est effectivement un bilan en demi-teinte, puisqu'entre le 17 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, à 20h, lorsque le président de la République, qui a pris votre antenne pour annoncer qu'il y aurait 11 milliards d'euros pour aider les Gilets jaunes. Pas de notre antenne, il a parlé, entre autres, il a fait une allocution. Soyez rassurés, on n'est pas l'ORTF, je le sais bien. Quoi qu'il en soit, entre le 17 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, effectivement, 11 milliards d'euros ont été obtenus. 6 milliards de primes d'activité et 5 milliards de non-perception. Donc ça a servi à quelque chose, contrairement à ce que disent encore aujourd'hui les Gilets jaunes qui disent que leur mouvement n'a servi à rien. Rien n'a changé. En tout état de cause, jusqu'au 10 décembre 2018, ça a servi à quelque chose. Force est de constater, c'est pour ça que je vous parle de demi-teinte, que depuis cette date, eh bien, tous les samedis répétitifs n'ont servi qu'à salir finalement ce mouvement populaire, puisque rien n'a été abouti, rien n'a pu être obtenu de plus. Et pourtant, les ferments qui avaient conduit à sa naissance, à savoir l'augmentation du carburant, ils sont toujours là. Aujourd'hui, l'essence n'a jamais été aussi chère, et pourtant le mouvement ne reprend pas. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'il y a une certaine lassitude par rapport aux modes d'action qui ont été mis en place. Le fait de rassembler les gens le samedi après-midi, le fait de bloquer les centres-villes, qui n'a jamais été ma came, entre guillemets, si je puis me permettre cette expression, ne conduit plus forcément à une adhésion de l'opinion publique. Donc aujourd'hui, il faut d'autres mesures, et je pense sincèrement qu'il faut passer des ronds-points aux urnes, passer de cette contestation à chasuble au bulletin de vote. Alors au bulletin de vote, c'est la raison pour laquelle je vous demande, puisque vous soutenez Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il attend pour déclarer sa candidature? C'est un secret de polichinelle. Pourquoi encore faire durer ce vrai faux suspense? Vous venez de le dire, c'est un secret de polichinelle. Il y a 2 types de personnes dans notre pays. Il y a ceux qui s'intéressent à la vie politique et qui savent déjà qui sera candidat. Et puis, il y a ceux qui, aujourd'hui, se demandent plutôt comment ils vont faire pour remplir le frigo. Donc, sachez vraiment que le temps nécessaire pour déclarer sa candidature va s'égrener dans les jours qui viennent, parce qu'il y a encore des éléments, il y a encore des choses à parler aux Français. Un adepte de la langue de bois, mais non. Là, vous en faites un petit peu. Dites-nous si il a prévu de le faire dans les prochains jours. Là, par exemple, il sera à Londres ce week-end. Ouais. Certains disent que c'est pour aller chercher peut-être un soutien financier. Est-ce que tout est en train de se mettre en place pour une déclaration très rapide maintenant? Comme il l'a dit lui-même, tout est en place. Concernant le déplacement à Londres, il va à la rencontre de la communauté française qui se trouve à Londres, de la même manière que 250 000 résidents. Absolument, de la même manière que tous les autres candidats à l'élection présidentielle le font. Donc il n'y a pas de choses exceptionnelles. Il ne va pas chercher aussi des soutiens financiers? Mais écoutez, s'il y a des membres de la communauté française qui souhaitent abonder et soutenir la candidature d'Éric Zemmour, qu'ils soient bretons, savoyards ou expatriés à Londres, il sera bienvenu. En tout cas, ce déplacement a déjà un parfum de soufre. Il devait s'exprimer à la Royal Institution, qui a finalement recalé en quelque sorte M. Zemmour. Il va s'exprimer dans un hôtel. À Genève, où il doit aller le 24 et 25 novembre, même sanction, si j'ose dire, le maire refuse de prêter une salle.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit problème dans cette campagne qui crée des remous? Il y a des manifestations lorsqu'un M. Zemmour se déplace, alors qu'il n'est même pas candidat. Oui. Écoutez, si le maire de Genève ne veut pas prêter de locaux publics, eh bien, il y a des locaux privés qui sont à disposition. Et puis, concernant les Londoniens, la communauté française n'ira pas à la Royal Institute, il ira dans un hôtel. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rencontrer Éric Zemmour, ils veulent parler avec Éric Zemmour, ils ne veulent pas vérifier si la qualité de l'hôtel et la décoration est jolie. Oui, donc, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que non, je ne réponds pas à votre question parce qu'elle n'a aucun intérêt. Pardonnez-moi, M. Wittenberg. Ce qui est intéressant, c'est que les Français de l'étranger puissent le rencontrer. À la Royal Institution. C'est lui qui avait fait cette demande. Donc, c'est un désaveu, quelque part. Bon, c'est un désaveu, on va dire que c'est un petit obstacle. Ce qui est important, c'est de regarder l'horizon, c'est de regarder loin. Et les Anglais, enfin les Français vivant en Angleterre ou en Suisse seront ravis de le rencontrer. Mais comment vous l'expliquez? Vous considérez, comme on le disait au Front National à une époque, que l'établissement, entre guillemets, refuse Éric Zemmour aujourd'hui, rejette Éric Zemmour? Non, je crois que c'est beaucoup de bruit pour rien. Je crois que c'est beaucoup de bruit pour rien, sincèrement. Quelle est la position de, j'allais dire votre parti, mais votre mouvement, Éric Zemmour, futur candidat, vous-même, sur le regain de l'épidémie de Covid, malgré la vaccination d'une immense majorité de la population? Est-ce que c'est un échec de la vaccination, comme le disent les anti-vax? On sait qu'il y a pas mal d'anciens gilets jaunes dans les manifestations, d'autres manifestations qui ont lieu le samedi pour dénoncer le pass et le vaccin. On n'entend pas tellement Éric Zemmour sur ces questions. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un échec de la vaccination. Il y a 75% de la population cible qui est vaccinée, ce qui peut être intéressant, effectivement. Et là, je pense qu'Éric Zemmour, enfin, c'est même pas une pensée, c'est une certitude. Éric Zemmour souhaiterait évidemment que toutes les personnes ayant des symptômes de comorbidité, ayant plus de 65 ans qui ne sont pas encore vaccinées, puissent aller se faire vacciner. On a bien vu que la vaccination était utile, il n'y a pas de souci. En revanche, ce que l'on peut regretter, c'est qu'au regard de cette reprise épidémique, c'est que le contrôle aux frontières, par exemple, pour tous les voyages intra-extra-européens, le contrôle des passes sanitaires est beaucoup moins important. Donc, deux choses à faire. Un, aller chercher effectivement les plus de 65 ans et ceux qui ont la comorbidité. Et deux, mais il n'y a pas de contrôler les défiance frontières. Vis-à-vis du vaccin dans le public qui soutient aujourd'hui votre futur candidat? Je crois que dans tous les partis politiques, il y a des gens qui sont dubitatifs sur le vaccin. C'est normal, c'est un vaccin nouveau, c'est un vaccin qui fait suite à une crise qui a eu un effet de sidération dans la population. Donc c'est normal qu'il y ait de la défiance. Et puis, force est de constater que la manière dont le gouvernement a déployé toute cette attirail médiatique autour du Covid a créé un sentiment de sidération, de peur. Et donc il faut recréer la confiance. Et ça, Emmanuel Macron n'est pas le champion du monde pour ça. Est-ce que vous partagez le diagnostic d'Éric Zemmour lorsqu'il pense qu'on est déjà dans un climat de guerre civile en France? Force est de constater que tous les jours, il y a des agressions, que tous les jours, il y a 100 policiers qui sont agressés, qu'il y a des attentats malheureusement régulièrement. Heureusement que le gouvernement, effectivement, et les services de l'État, on peut remercier les forces de l'ordre d'aller bloquer de nombreux attentats, mais force est de constater que chaque jour, il y a des précisément, problèmes. M. Zemmour ne les a pas remerciés, ces services de l'État, en parlant des attentats du 13 novembre. Est-ce qu'il contribue à apaiser ce climat de guerre civile lorsqu'il déclare, je le cite à propos des attentats du 13 novembre, que François Hollande, qui était alors président, a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France? Est-ce que vous approuvez cette déclaration? Moi, ce qui me sidère, M. Wittenberg, c'est que la polémique naît autour des propos d'Éric Zemmour. Oui. En revanche, la polémique devrait naître des propos qu'un ancien président de la République, François Hollande, a tenus devant la justice de notre pays en disant qu'il était au courant que dans les flux migratoires, il y avait des gens terroristes. Non, mais je vous assure, ça ne veut pas dire que le président a préféré que des Français meurent. Est-ce que ces propos ont pu... Vous pouvez comprendre que ces propos ont pu choquer notamment les rescapés de ces attentats et ceux qui ont perdu un être cher? Je pense qu'on peut reconnaître une part de responsabilité à François Hollande. Il savait qu'il y avait des terroristes, non pas de manière précise, effectivement, dans le flux migratoire qui arrivait, et il a décidé de ne pas bloquer les frontières. Donc ces propos, vous, ne vous ont pas choqué? Non, pas choqué. Vous savez, Éric Zemmour a cette différence par rapport aux autres candidats, c'est qu'il met les pieds dans le plat. Donc effectivement, il y a une décence à avoir vis-à-vis des victimes, et ça, il faut le reconnaître, c'est important, victimes aux proches des victimes. Mais honnêtement, il faut dire les choses. François Hollande est responsable. Vous serez son porte-parole? Non, je serai un acteur de la campagne en tout état de cause. Quand il se présentera, donc on va avoir la date bientôt. Je sens poindre l'impatience dans votre regard, Monsieur Wittenberg, mais soyez patient, ça va arriver. Merci beaucoup, Benjamin Cauchy.